Bonjour à tous. On ne va pas attendre les derniers retardataires qui sont en train de digérer. On va démarrer. On attend aussi un intervenant qui vient inspiré d'Israël. Alors, cette table ronde, elle est résolument internationale. Donc, merci à nos amis qui viennent de Suède, d'Allemagne et d'Israël, s'ils trouvent le chemin de la salle de conférence pour nous rejoindre. On va les traduire. On va traduire leurs interventions brièvement. Par contre, on ne va pas tellement avoir le temps de leur traduire le français en anglais, mais on fera tout pour qu'ils aient les éléments. Alors, on ne va pas revenir sur des terrains que tout le monde connaît. Maintenant, on a tous en tête cette neutralité carbone à l'horizon 2050. On a tous en tête ce que ça signifie pour le transport qui doit suivre le mouvement. On n'a pas vraiment en tête ce que ça veut dire pour le transport de marchandises en général et le transport de marchandises longue distance. Mais une chose est sûre, c'est que ça va s'appliquer avec une réglementation qui est en train de se durcir, moins X% entre 2030 et 2020, et le X est aujourd'hui à 30%, mais ça va certainement se durcir. Alors, c'est difficile de trouver les bonnes solutions pour les poids lourds, mais pour avoir les idées un petit peu en tête, les principales solutions sont naturellement, en vue de la disparition des énergies fossiles, le biogaz, le biodiesel, l'électrique à batterie et réservoir d'hydrogène, ou bien l'électrique à batterie et alimentation en roulant, ce qui s'appelle en anglais le ERS, Electric Road System. Voilà, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir les principales parties prenantes et offreurs de solutions de cette innovation, sans oublier la filière biogaz et biogaz. Alors la seule personne qui nous manque réellement et qui, lui, a une excuse familiale, parce que c'est un décès dans sa famille, c'est la personne du FNTR, qui est la principale organisation du transport routier. Et j'ai trouvé intéressant, je lui ai demandé de me faire un petit topo que je vais vous lire dans les grandes lignes, parce que je trouve que ça pose bien le décor, parce que, in fine, cette mutation se fera qu'à partir du moment où on arrive à entraîner la filière transport, bien entendu. Donc je me mets à sa place, hein, donc c'est pas moi qui parle, mais enfin bon, je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte. Donc le transport routier de marchandises est un acteur clé de la transition énergétique, et les transporteurs, c'est assez récent, parce que nous-mêmes on suit à travers le programme Highway Corridor que Marc Didisheim vous présentera pour ceux qui les intéressent, pour entrer plus dans le détail vers 15h30. On les suit depuis de très nombreuses années. Les réticences d'il y a quelques années ne sont plus là en réalité. Ils ont bien pris conscience de ça, et à tel point qu'ils ont lancé bon nombre de démarches. Alors pour les spécialistes, il y a un programme qui s'appelle EVE avec le gouvernement, dans une démarche de progrès essentiellement de réduction des consommations avec les énergies fossiles. Il y a aussi l'éco-conduite qui contribue. Et bien sûr, le troisième sujet sur lequel ils ont largement avancé, c'est le renouvellement des flottes d'entreprises. Pour une bonne partie du transport, aujourd'hui, la grande majorité des véhicules sont en Euro 6, pour les connaisseurs. Donc les réductions de CO2 sont entamées. Ceci dit, les émissions vont se durcir. Ils en ont conscience. Donc ce qui pose la question des énergies alternatives aux énergies fossiles. Et pour eux, ils voient trois freins à l'heure actuelle, trois contraintes à prendre en compte. Une offre constructeur incomplète. Alors là, il y en a deux constructeurs dans la salle, donc ils vont y répondre tout à l'heure. Une offre constructeur incomplète et au coût prohibitif de ces technologies. Un réseau de distribution encore très peu dense. Et la disponibilité des énergies alternatives. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il m'a demandé de vous signaler une task force gouvernementale avec 3 ministères qui a été lancée depuis le début de l'année pour essayer de bâtir avec
avec les transporteurs, les constructeurs et les énergéticiens, une forme de vision commune. Donc il y a 3 groupes de travail qui ont été lancés. Je le signale parce que c'est important à savoir qu'il y a des choses quand même qui se passent. Donc un groupe de travail piloté par la DGEC sur les usages et le mix énergétique, un autre par la DGITM pour les aspects économiques et enfin une autre par la DGE sur l'offre des constructeurs. Alors ce qu'ils retiennent aujourd'hui, les transporteurs, comme principaux enseignements en termes d'offres, le moyen terme à l'horizon 2030, les carburants diesel devraient rester majoritaires, mais complétés par du biocarburant, du gaz ou du biogaz, sachant que pour eux, les offres électriques sont encore trop limitées en autonomie et en charge utile, mais ils considèrent que ça va se développer. Par contre, à plus long terme, c'est-à-dire en 2040 et peut-être avant chez certains, les offres électriques devraient être disponibles avec des autonomies qui devraient aller au moins jusqu'à 500 km. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'autonomie que l'on a en tête dans le transport de longue distance, c'est de l'ordre de 700 km, je crois. C'est à peu près ça, ou voire même 800. Voilà. Donc, il y a cette réflexion qui est engagée et ça pose directement, si on rentre dans le vif du sujet maintenant, la question de l'offre. Et c'est là où je vais me tourner d'abord vers Christer Thoren, qui vient exprès de Suède. Merci. Thank you, Christer. So can you describe in some minutes the medium-term strategy for Scania regarding, generally speaking, different types of motorization, energies and so on? Okay, thank you very much for the introduction. I can say for Scania, we know that the future is electric. There's no doubt about that. The question is, how quick will it be? I can say probably will take at least 10 years. We have a target to Scania that 10 years from now, 2030, half of the production will be electric. So that's a target from our side. Before that, we have a good range of biofuels and gas and all that also reduces CO2 emission quite a lot. But the future is electric. We already now have trucks for distribution that are both hybrids and pure battery trucks that are available. And within 5 years, I can't say exact date because I'm not allowed to, but less than 5 years away, we will have trucks for 40 ton, 4.5 hours operation that can be charged in 45 minutes. So we see that the future is electric. And also we have seen investigations to say that the cost will be equal to the diesel truck in about 5 years or so. Mm-hmm. So we have the economic, we have the trucks, but the infrastructure is the key to this. If there's infrastructure around, people will buy the trucks. If there's no infrastructure, people will not buy the trucks. So that is the main, the main reason for the volumes that we'll see. We are prepared to have high volumes, but if there are no infrastructure, people will not buy the trucks. So that's the easy answer. And the other part is, how do we feed the electric driveline with the power? And of course, battery will be the most common solution. And then we also have an ERS solution that you can see just by the entrance. We have a truck with a pantograph, so you can feed it with electricity while driving, which will reduce the need of batteries, will make the truck lighter and also cheaper to buy, of course, because there are less batteries in the truck. We are also looking into hydrogen. We have 4 trucks in operation that tries a fuel cell, 2 in Norway and 2 in Gothenburg, Sweden. So we also try that solution. So we say that there will be different solutions on the market, and we will have the trucks to supply all those or most of those solutions. So yeah, that's my answer on your question. Thank you, Christer. Let's try a quick translation, and then we put the video after the translation. Okay. Donc voilà, la question concernait donc la stratégie à moyen terme de Scania, pardon. Thank you for being here. Ok. So. Donc, je souhaitais le remercier pour l'introduction. Donc, bien sûr, le futur pour Scania, c'est l'électrique. La question qui se pose, c'est à quelle vitesse ça va arriver. Il faut compter à peu près 10 ans avant que tout soit complètement électrique. On peut dire que déjà la moitié de la production actuellement est électrique, puisque c'est notre objectif. Et déjà, on compte une certaine gamme de biocarburants actuellement qui réduisent déjà les émissions de CO2. Et bien sûr, le futur, comme je le disais, donc, est électrique.
Excusez-moi, je reprends ma page. Et donc, dans le moins de 5 ans, on aura déjà l'ensemble des camions qui seront en électrique. Déjà, on a des camions qui peuvent rouler sur une distance de 4h30 en électrique et être chargés en 25 minutes. Bien sûr, on va en plus pouvoir avoir des coûts électriques qui sont équivalents des coûts du diesel. La question qui se pose quand même, qui est essentielle, c'est l'infrastructure, parce qu'on peut avoir le volume, s'il n'y a pas d'infrastructure, les clients ils n'achèteront pas en l'absence d'infrastructure adéquate. Donc, mais on est préparé donc à gérer ces volumes importants par rapport à la production. Maintenant, l'autre question qui va se poser, c'est comment on va pouvoir alimenter le système de conduite. Bien sûr, on a les batteries pour ça, mais aussi on a un autre système pour l'alimenter qui s'appelle Pantograph System. Pantographe, pardon. Okay, le pantographe, thank you. Donc, qui permet un peu d'économiser la batterie, de réduire en fait le besoin de mettre une batterie électrique donc sur les camions. Également, on a des véhicules en hydrogène, c'est déjà le cas, qui fonctionnent à l'hydrogène. Hein, c'est le cas pour la Norvège et la Suède. Et pour conclure, je dirais que de toute façon, on a plein de solutions différentes qui sont disponibles sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo là, en rattrapage ? Il y a un véhicule en exposition. There's a vehicle here at the hall. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Lejeune. Merci de venir depuis Lyon. On va lancer tout de suite la vidéo. Comme ça va. On va mettre en comparaison les deux véhicules. Nos trucks, hein. La technologie est nouvelle, mais les bénéfices justifient déjà l'investissement. Voici 5 bénéfices. Les camions électriques sont silencieux. Un bon point lorsqu'ils livrent les commerces sous nos fenêtres très tôt le matin. Ils peuvent désormais rouler toute la nuit en centre-ville et ainsi fluidifier le trafic en journée. Les camions électriques n'émettent pas de CO2, ni de NOx, car ils n'ont pas d'échappement. Les seules particules émises sont dues au frottement des pneus et des disques de frein, exactement comme pour les vélos. Les camions électriques peuvent rouler partout et tout le temps, quelles que soient les restrictions mises en place par les municipalités, et même en cas de pic de pollution. Un vrai plus pour une distribution urbaine verte et responsable. Et que dire du confort conducteur ? Avec un véhicule plus souple à manier et surtout plus silencieux. Le cycle de vie des camions électriques est aussi vertueux. Chaque pièce peut être réutilisée ou entièrement transformée. Qui dit mieux ? Voilà, vous êtes au courant. Donc, bonjour à tous, Marc Lejeune, je travaille chez Renault Trucks dans l'équipe Electromobility. Does anyone in the room mind if I take it in English? No? Okay, so then I will take it in English if you don't mind, so that my colleagues can understand me. We found one French guy speak English. That's fine. Okay. So at Renault Trucks and in the Volvo Group, we have also the same task as the other OEM. We have to decarbonate completely our cells between now and 2040. It's a very short time. It's 19 years. And we have committed in science-based targets to reach carbon neutrality of the cells in 2040. So we have done our homework. We have compared for the different market segments with the different energies, the TCO, the total cost of ownership,
the life cycle and the life cycle of the products, and also the availability of the energies. And our conclusion is very clear, and it's exactly what the Scania colleagues were saying. The future is electric also for Renault Trucks and for the Volvo Group. We think that long term, the electric vehicles will represent more than 80% of our sales. So we have started, you have seen on the picture, we have started with the city trucks. We have a 16-ton and a 26-ton with a 4-pack of 66 kilowatt-hour of batteries, giving a range of 200 kilometers, which we are selling now. And every year we have a new battery set with more range and lower cost. We have also announced that in 2 years we will launch a construction truck and a long-haul truck, so 32 and 44 ton. And at this time, in 2023, all our models in our lineup will have an electric version. Of course, we are looking also at hydrogen, mainly for the versatility of the hydrogen trucks, because you can refill with the energy quickly and less frequently than with the battery electric truck. Hydrogen for trucks, it has two big hurdles. The first one is that decarbonated hydrogen is not available today. You know, it's grey hydrogen that is produced for now in majority in Europe. And when you look at the FCHG roadmap, the Hydrogen Association roadmap, you see that having green or blue hydrogen, decarbonated hydrogen in majority, it will only happen in the next decade. So we should not rush into hydrogen. Decarbonated hydrogen at large scale will only be available in the next decade. That's the first thing. The second hurdle with hydrogen is the efficiency, of course. We all know that the efficiency chain of the hydrogen is not very good. A hydrogen truck consumes 3 times more electricity per kilometer compared to a battery electric truck. And this makes the business case and also the environmental footprint more complicated. Nevertheless, we are, for the very long-range vehicle, we are developing hydrogen trucks today with 700 bar, but we are looking also at liquefied hydrogen at minus 252 degrees C. And also, of course, we have made a JV with our competitor Daimler to develop the fuel cell called cell-centric. This is one path. An alternative path is the combustion engine, which we are looking at as well. That has drawbacks and advantages. When it comes to biofuels, so biodiesel and biogas, we think it will be a very nice complement to the decarbonation effort, but it will come in a small quantity and in a small share of the market for 2 reasons. First, the biomass quantity is by nature limited, whatever we say, it's nature. And the second reason is that trucks are competing with other economy sector. We are competing with the industry, but also with aviation, with maritime. Aviation, they want the liquid biofuel. Maritime, they want the gaseous biofuel. So there will be a fight, and it will come with the prices. So the biofuels will be there, but they will be expensive. And we think it will be less than 20% of the truck market, both biodiesel and biogas. So to summarize, the future will be electric also for Renault Trucks. Right, thank you very much. Sur les chiffres. Donc, comme on disait pour nous également... Vous voulez que je refasse en français? Non, allez-y. D'accord. Donc voilà, comme on le disait pour nous également, eh bien, le futur sera électrique. Voilà pour... Excusez-moi. Donc, on propose donc différentes... Excusez-moi, je prends juste mes notes. Donc, voilà, donc le groupe Renault Trucks Volvo. Donc notre objectif, bien sûr, c'est de décarboner d'ici les 2040. On a encore 19 ans devant nous, donc on doit faire notre travail. On a fait notre travail, on a comparé les segments sur le marché, on a analysé les cycles de vie du produit. Il y avait un autre point aussi par rapport et la disponibilité. Merci du produit. Sur le long terme, donc 80% donc des ventes seront électriques. Voilà. Et donc chaque année, on développe toute une nouvelle gamme de batteries, d'ensemble de batteries. Ça correspond également aux 32, aux 40, aux 42 tonnes, c'est ça? C'est toujours un peu gênant. C'est un peu technique, je suis désolé. Donc on a aujourd'hui des camions de 16 et 26 tonnes et on commercialisera en 2023 des camions de 32 et 44 tonnes. Et d'ici donc tout le 2023, donc tous les camions seront électriques. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à l'hydrogène, c'est que c'est quelque chose qui est assez flexible, qui est assez versatile en tant que carburant, puisqu'on peut le remplir, on peut le recharger, enfin remplir rapidement et moins fréquemment.
Maintenant, on se penche sur donc l'hydrogène décarboné qui n'est pas encore à disposition aujourd'hui. Donc, il sera disponible que à la prochaine décennie. Deuxièmement, on va voir un peu on remarque que l'efficacité par rapport à la chaîne de l'hydrogène n'est pas très bonne, puisqu'il faut savoir qu'au niveau batterie, il consomme 3 fois plus qu'un camion électrique. Mais on s'est déjà penché également sur l'hydrogène liquéfié, donc à moins 250 degrés. Et nous avons également une joint venture avec Daimler. Donc on travaille aussi, on a vu les aspects positifs et négatifs de le moteur à combustion. Donc en ce qui concerne les biocarburants, eh bien ça constitue un complément assez intéressant pour tout ce qui est donc le mouvement vers la décarbonisation, mais ça représente une toute petite part, tout simplement parce que la biomasse elle est limitée, elle n'est pas infinie. Deuxièmement, eh bien, pour les biocarburants, on est en concurrence avec le secteur maritime et également le secteur aérien. Du coup, les biocarburants risquent de se retrouver nettement plus chers. Merci beaucoup. C'est bon, non? C'est un bon test. Alors, dans cette transition, le gaz en général, mais surtout le biogaz, il aura certainement un rôle à jouer. Donc, Gilles Durand de la FGNV, vous allez nous dire 2 mots, hein, vous n'avez pas de vidéo, mais de votre association. Dites-nous un peu quelle est votre vision aujourd'hui sur la place, en particulier du biogaz, sur cette transition énergétique, pour la mobilité et pour le transport. Alors, déjà, merci de m'avoir invité, parce que ça montre l'ouverture d'esprit de la filière électrique, ce qui est intéressant. Et donc la FGNV, c'est une association qui a à peu près 140 membres. C'est une vraie filière industrielle. On a une vingtaine d'énergéticiens. On a des distributeurs de carburant comme Total, Shell, Eni, Avia, donc qui se lancent dans des développements de stations GNV. Nous avons bien évidemment des constructeurs de véhicules. On a parlé de Scania, de Renault Trucks, ils sont membres de l'association. Il y en a d'autres. Nous avons également les fédérations professionnelles de transport routier, parce que c'est très important d'agir en concertation avec eux. Nous participons d'ailleurs à cette task force dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est pilotée par les ministères, les 3 ministères. Et donc aujourd'hui, le développement du GNV, c'est une réalité sur le marché du transport lourd. Déjà, première chose, le GNV ne sera jamais un carburant pour les particuliers, parce qu'il faudrait un réseau de stations très important, et on n'est vraiment pas à l'échelle. Par contre, pour les professionnels, et en particulier sur le transport lourd, il y a un vrai intérêt. Et le développement du GNV en France a vraiment démarré depuis 2014 dans le transport de marchandises. On a sur les poids lourds à peu près 20% d'augmentation du parc roulant chaque année, avec des croissances très fortes sur le transport de marchandises, et puis sur le transport de voyageurs par autocar aussi, parce que dès qu'il faut de l'autonomie, le gaz est très utile. Et puis vous avez parlé tout à l'heure donc des véhicules, mais également de la distribution du carburant. Et là aussi, on a un développement assez rapide, puisqu'on développe à peu près le réseau de 40% chaque année. Donc on a aujourd'hui, alors à date, 227 points d'avitaillement. On en aura 273 à la fin de l'année. Et on aura à peu près un rythme d'une centaine de nouveaux points d'avitaillement chaque année pour les poids lourds. Voilà, et ça, c'est essentiel. Et il y a un dernier point que vous avez évoqué, c'est le caractère renouvelable du carburant qu'on utilise. Et là, c'est le biogaz. Et le biogaz utilisé pour les poids lourds a exactement la même empreinte environnementale qu'un véhicule électrique qui roule à l'électricité française, donc faiblement carbonée. Ce qui veut dire qu'un véhicule qui roule au bio-GNV a la même empreinte carbone qu'un véhicule qui roule à l'électricité. Alors, on a un petit peu plus d'émissions de particules, bien sûr. On a un peu plus d'émissions d'oxyde d'azote, mais beaucoup moins que sur les véhicules traditionnels qui roulent au diesel. Donc c'est une solution très intéressante, notamment lorsqu'on cherche de l'autonomie. Vous avez parlé tout à l'heure d'autonomie de 500-600 km. On a des autonomies jusqu'à 1500-1600 km avec les véhicules gaz. Donc on répond vraiment à toutes les missions du transport routier de marchandises et de voyageurs. Par contre, la question naturelle, sans jeu de mots, qu'on peut se poser, c'est la disponibilité des ressources, puisqu'il va y avoir une compétition entre plusieurs surcharges. Donc, dans ce mix énergétique, quelle place, en fait, pour le biogaz, sachant qu'il y aura un besoin ailleurs, hein. Alors oui, sur la compétition des usages sur l'énergie biogaz, c'est ça la question. Alors, nous avons estimé que... alors aujourd'hui, on a 2,5 TWh, c'est comme ça qu'on mesure l'énergie gaz. On a 2,5 TWh de consommés dans le transport lourd. Fin 2028, nous aurons, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, certainement 10% du parc de poids lourds qui fonctionnera au GNV.
Et là, il faut 17 TWh. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est donc la stratégie énergétique de la France, prévoit qu'on aura entre 17 et 22 TWh de biométhane à disposition. Donc on aura de quoi couvrir les usages du transport à 100%. Maintenant, s'il y a de la compétition avec d'autres usages, que sont les usages thermiques et les usages industriels, effectivement, on ne sera peut-être pas à 100%. Mais l'idée, c'est d'arriver à 100% en 2040-2050. Et là, on a fait des projections. On ne sait pas quel sera le mix énergétique en fait, entre le gaz, l'électricité et l'hydrogène en 2040 ou en 2050. Mais ce qu'on a mesuré, c'est que si on voulait transformer un tiers du parc de poids lourds au gaz naturel, il nous faudrait 40 TWh en 2040. Et ces 40 TWh, l'ADEME prévoit qu'on aura 140 TWh, donc plus de 3 fois plus de biométhane à l'horizon 2040. Ce qui veut dire qu'on aura largement de quoi couvrir 100% du besoin en GNV pour les véhicules lourds, pour les faire rouler en décarboné. Voilà. Mais... Ok, merci pour votre témoignage. Bon, je pense que chacun fera ses petits calculs. Et, on n'a pas le temps, bien sûr, pour des questions. Je vous engage quand même à rejoindre l'atelier qui sera un peu plus interactif tout à l'heure. Mais il y a peut-être une possibilité d'envoyer des questions à l'équipe d'organisation et on essaiera d'y répondre. Alors, on va essayer de creuser un peu la filière électrique. C'est vrai qu'avec mon ami Marc, on a un peu la fierté d'être à l'origine du congrès Electric Road il y a 8 ans, puisqu'on s'est dit aujourd'hui, pourquoi ne pas regarder des solutions innovantes, et en particulier pour des usages professionnels et la longue distance, sachant que refaire rouler des camions en batterie pour des grandes distances, ça va probablement pas le faire. Donc il y a une approche possible qui est de donner de l'énergie en roulant. Donc des acteurs un peu pionniers s'étaient mis dans ce créneau il y a quelques années. Beaucoup de R&D sont faites. Alors ici, on a vraiment une chance. Il faut les chercher aujourd'hui à l'international, mais d'avoir les principales technologies qui rendent cela possible. Donc je voudrais d'abord laisser la parole à Siemens avec Gerrit Stumpe qui vient d'Allemagne pour nous parler de la solution eAway. Je vous propose de lancer tout de suite la vidéo, comme ça il se prépare à faire sa communication. So I'm telling you this in English then. So we've seen this motorway A5. So this is actually the same section as Krista already showed you, with trucks in real operation. So there are 5 hybrid trucks now for a couple of time. The first started in May 2019, and they are doing normal operation. They are integrated in the ordinary commercial fleet of local hauliers, using this electric section, recharging the batteries and also gaining traction power to the electric engine. And the beauty of this solution there is, as this infrastructure is only 5 kilometers long or short, as you like to see it and rate it, you need full flexibility. And this is why the secondary engine, a diesel in this case, provides this high level of flexibility to its users, making it quite attractive for any solution like this in the very first starting phase. And more I like to add on later then. Thank you. Can you draw, what type of lessons can you already draw? Lessons learned from your experimentations. Okay, yeah, thank you. So lessons learned. I mean, first of all, let's talk about what we've been seeing here now, right, as we speak. We have 3 field trials, or 3 projects we call field trials in operation in Germany right now. One you've just seen there. This is the first one, the project called Elisa near Frankfurt, with a 5-kilometer stretch on both sides of the road, serving for 5 overhead catenary hybrid trucks, transporting different kinds of cargo on a daily, multiple daily basis there. The whole installation is in operation 24/7, and it is monitored by the motorway operator there via the regular traffic control center. Then we have a second one in northern Germany between Hamburg and Lübeck near the Baltic coast. This is also 5-kilometer electrified section with overhead catenary there. And I think the last of the 5 hybrid trucks will be delivered by end of this year somewhere.
and they are also supplying, they're transporting goods from a logistics hub near Hamburg to the port of Lübeck, using this electrified section on their daily drive. And they're also making use of the battery, fully electric, then zero emission, and also of the secondary engine, also fully integrated in their fleet. And then just to complete, just last month in September, the third one got an operation. This one is on a national road, so you can compare it with the Route Nationale in southwestern part of Germany, near Baden-Baden. And there are 2 local hauliers carrying pulp and paper products from a local paper mill and manufacturing plant to its regional customers. How does it work? Is it? Yeah, and I just wanted to say, I mean, this all does not come right overnight, right? So this, let's say, is tremendous work been done by my colleagues, mainly by my engineering colleagues, and also by trusted and capable partners, I'd say. And I mean, we started back in 2010, actually. First, we tried, a truck. Can it be charged by a pantograph at full highway speed, motorway speed? In France, this is 90 kilometers an hour. So we proved, yes, it's doable. 3 years later, we then tried out to mount this pantograph, this collector device, on top of a tractor trailer. It also worked, this time for the first time with you, with our cooperation partner Scania. And it's so important because tractor trailers are the working horse in global transport and logistics, the most used truck type. And then all the 3 years later, we had, let's say, first real operation on motorways and also real operation with hauliers and integrated in all this. And just another 3 years later, in 2019, we had the third generation of pantograph. This new pantograph was lighter, was cheaper, and more resilient to its environmental requirements. You see actually this new pantograph section outside this exhibition hall on this green Scania truck there. It's the same like used in the field trials. And why I'm saying this, because it's so important that someone designing this pantograph is also provide this design to other trucking brands, and not only to Scania, if you allow me to say so, Krista. This is important. And then only this year, we have been seeing there's a cooperation between Siemens Mobility for the pantograph and Conti. This is Europe's very famous first-tier automotive supplier. And this is so important to industrialize this pantograph further. And now, specifically for the learnings, so this infrastructure can be integrated also into the already existing infrastructure on motorways. Yeah, so you have a mechanical infrastructure, and now you have an electrical one. This can be combined. You have bridges, you have gantries, you have noise barriers maybe, but it can be integrated. It doesn't need to. Not every single kilometer needs to be electrified, but it's possible. And then another aspect, if you are on motorways, they are very busy. There's a lot of traffic. And every motorway operator really hates or dislikes any interruptions. I think you can agree to this as a motorway operator here in France. And this is why it's important. So we managed to do this with very little interruptions on the running traffic. I think this is also very important to notice. And then I also would like to point out other road users, motor car drivers, car drivers or other truck drivers are not distracted or disturbed by this infrastructure. There will be also a report on this showing more details. And to close and to convince, this system also is weatherproofed, so it's resilient. So if there's a winter time, if there's a hot summer time, if there's a storm, even a thunderstorm still past this installation, it worked well. So we're quite happy with what we achieved so far. Thank you. Thank you. We can let some production. Voilà. Donc là, tout à l'heure, vous avez pu voir la vidéo sur une infrastructure là, qui faisait 5 km de long. Donc on peut observer donc ce système présente un haut niveau de flexibilité. On retrouve aussi un moteur, un diesel en moteur secondaire dessus. Donc c'est ce qui le rend très attractif. Pardon, puisque je récupère mes notes.
Donc, ce qu'on a pu voir, c'est ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Il faut savoir qu'actuellement, on a 3 projets, donc des projets qui sont de testés sur le terrain en Allemagne. On a le projet ELISA, que vous avez pu voir, hein, qui a lieu sur 5 km à Francfort, et où on transporte différents types de cargos. On retrouve différents types de cargos. Donc, il y a sur le transport 24 heures sur 24 chaque jour. Le deuxième projet, eh bien, il a lieu dans le nord de l'Allemagne, entre Hambourg et Lübeck. Pareil, on retrouve une portion d'infrastructure de 5 km où pour ce projet, le dernier camion va être livré d'ici la fin de l'année. Et là aussi, on retrouve un système où on utilise complètement une batterie complètement électrique avec aussi un moteur secondaire diesel. Pardon. Et en septembre 2021, eh bien, on a lancé le 3e projet, donc sur une route nationale dans le sud-ouest de l'Allemagne, hein, du côté de Baden-Baden, là avec des transports qui se font donc vers une usine de production. Donc bien sûr, ça représente beaucoup de travail pour nos ingénieurs, mais également pour nos partenaires. Il faut savoir qu'on a démarré notre travail en 2010. Donc, et bien sûr, on est passé donc à ce changement. On voit comment en fait un camion pouvait se charger, donc être alimenté par le système du pantographe. Et trois années plus tard, il faut savoir qu'on était déjà en train d'essayer notre premier pantographe sur un camion à semi-remorque. 4 ans plus tard, on a pu les mettre en opération, enfin en exploitation sur une autoroute. Pardon. Et en 2019, eh bien, on a pu avoir notre premier notre pantographe de première génération qui, lui, s'avère d'être nettement plus résilient, beaucoup plus léger. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité, je crois, de pouvoir le voir sur le site sur le salon. Donc cette année, on a une coopération avec Siemens et Quantop. Je ne veux pas mal prononcer. Continental, d'accord, merci. Donc les pantographes qui vont être complètement industrialisés dans leur production. Donc ça peut être intégré d'ailleurs même sur des infrastructures existantes, c'est-à-dire sur des autoroutes existantes. Donc d'ailleurs, il faut savoir que donc, sur les autoroutes, comme vous le savez, il y a beaucoup de circulation et souvent à cause de ça, bien les exploitants des autoroutes n'aiment pas qu'il y ait des interruptions sur l'autoroute. Mais nous, on a vraiment bien réussi puisqu'on a réussi à faire très très peu d'interruptions donc sur l'autoroute. Et aussi, il faut savoir que les usagers de la route, de l'autoroute, ne vont pas être distraits ou perturbés par ce type d'infrastructure. Et d'ailleurs, il va y avoir un rapport à ce sujet qui va être lancé, qui va être effectué. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un système qui est très résilient. Il faut savoir aussi qu'il s'adapte à toutes les météos, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc, on est vraiment très content de ce qu'on a fait. Voilà. Alors, ce n'est pas la seule solution. Donc, il y a une autre solution, c'est la solution conductive, la conduction au sol, qui est bien connu ici à Bordeaux d'ailleurs, dont un des représentants est Alstom. Patrick Duprat, est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait, où vous en êtes Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est un axe chez nous d'aller vers le développement de solutions de mobilité durable. Alors, effectivement, on développe un système de route électrique basé sur notre solution tramway APS, qui est effectivement bien connue ici à Bordeaux, puisqu'elle est exploitée depuis une vingtaine d'années. Donc nous partons d'une solution qui est éprouvée, dont la fiabilité, la sécurité a été démontrée dans le monde entier. Alors nous reprenons les mêmes principes avec une piste d'alimentation intégrée dans la voie, avec à la surface des segments qui sont courts et qui sont énergisés uniquement si elles sont recouvertes par un véhicule. Ensuite, on a certaines différences. Ce segment, en parallèle de segment, on se met un deuxième fil de segment pour assurer le retour courant vers les sous-stations électriques, par exemple. Je ne sais plus. Parmi les différences aussi, effectivement, on a le système de captation au sol qui est sous les véhicules et qui est, les véhicules n'étant pas guidés, il faut le guider automatiquement. Donc on a un système de guidage automatique pour le système de captation. Ensuite, la piste qui est intégrée dans la chaussée routière, ça requiert une technologie un petit peu différente parce que c'est pas la même chose qu'intégrer dans une voie de tramway en béton. Alors une fois qu'on a résolu tous ces gaps technologiques, ce qu'on a fait, maintenant on a une solution qui permet, à partir d'une piste d'alimentation qu'on installe dans l'axe de la voie lente sur les autoroutes, de transférer jusqu'à 400 kW, ce qui permet d'alimenter les poids lourds et de recharger en même temps leur batterie pendant qu'ils roulent. Autre avantage de cette solution, c'est que la captation se faisant
sous les véhicules. La piste d'alimentation peut être utilisée par tout type de véhicules. Donc les semi-remorques, bien sûr, mais on peut aller vers les véhicules légers, les utilitaires, même les véhicules routiers, les voitures. L'étude dont Walter parlait, qui a été commanditée par la DGTM, a étudié toutes les solutions de routes électriques qui sont actuellement en test. Et notre solution a justement été vue comme étant celle qui répondait le mieux aux exigences de la route électrique, du fait de transfert de puissance et de l'interopérabilité en termes de véhicules. Alors en termes de validation et de développement, nous avons commencé en fait en 2012 avec une piste d'essai que nous avons réalisée en Suède avec notre partenaire Volvo Truck. L'objectif était de valider le concept de recharge dynamique pour les véhicules. Depuis 2017, maintenant, nous développons cette solution pour la route avec des bancs de test et des petites pistes d'essai pour valider l'intégration dans la chaussée, mais aussi l'interopérabilité, par exemple, avec la viabilité hivernale, le passage de chasse-neige ou l'utilisation du sel, qui sont des questions récurrentes qu'on nous pose. Donc ça, c'est fait. Et donc maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est à partir de la fin d'année, c'est de construire un centre d'essai avec notre partenaire VDCom en région parisienne pour pouvoir valider le système complet depuis la sous-station électrique jusqu'au transfert d'énergie dans le véhicule, pour montrer que la solution est suffisamment répond à toutes les normes de sécurité pour aller sur une route publique. Et à partir de l'année prochaine, on va travailler sur préparer un démonstrateur sur autoroute en France sur plusieurs kilomètres, ce qui nous permettra d'atteindre un niveau de maturité suffisant pour être éligible à des projets de plus grande envergure. Et on espère d'ici à moyen terme, 5-6 ans, pour large déploiement en Europe si notre solution est retenue pour équiper les autoroutes électriques. Merci Patrick. Oui, il y a effectivement un point qui est parmi des facteurs de décision qui est est-ce qu'on veut des infrastructures interopérables pour tout type de véhicule ou non? Ça, c'est une question qui reste aujourd'hui ouverte malgré tout. Alors, il y a une deuxième option. La Suède est quand même pas mal active dans ce domaine-là. Donc, on a la chance d'avoir avec nous le fondateur de la société qui s'appelle Elon Road, qui s'appelle Dan Zittraus, qui va nous parler de sa solution et de son projet. Donc, Dan, can you speak a little bit about your company and the current project in Sweden? Yes, thank you for inviting me here. Maybe we can start with a video. On n'a pas fait celle de S'il vous plaît. C'est pas grave, c'est une... Vous l'avez pas reçu? C'est corporate. C'est corporate? Ouais. OK, allez, let's go on. Elon Road, vidéo. Okay. Elon Road is a Swedish clean tech company. We have built and installed our first electric road in Lund, Sweden. The rails can be mounted either on top of existing roads or integrated into the asphalt for a level surface. We need only one power station every 1.5 kilometers to connect the road to the grid. A pickup with sliding contacts under the bus transfers power into the engine while simultaneously charging the bus's battery so that it can continue driving outside the electric road network. Our electric road also has additional smart functionality with sensors every meter. This allows us to measure energy consumption in real time on each vehicle. Elon Road works equally well for cars, long-haul trucks, and large buses. Our solution means that you can drive longer with smaller battery packs using our natural resources more efficiently. Forget about range anxiety. It's time to embrace range happiness. Yes, so this demonstration is in Lund, Sweden, and you're all invited to come and visit us. Just give me a call. And it's up and running. We are delivering 200 kilowatts to a city bus, and the road can deliver 300 kilowatts to a long-haul truck. And the total length of 1 kilometer is
connected to a power station that actually can deliver 3 megawatts. So there can be 10 long-haul trucks at the same time on both sides of the road. And you could see a private car here, and we believe it's really important to, if we build electric road, why not build it for the private cars also? Of course, today you can charge at home, or you buy really big batteries so you can go on vacation with your car. But we believe if you can have smaller batteries in the cars, much more people will afford to buy the electric cars. So you only use the big batteries when you go maybe on vacation. You don't need them 95% of the time. So we actually equipped the Nissan Leaf you saw, and also Volkswagen e-Crafter distribution truck is equipped, and we drive it on the road. And DHL has on their terminal automatic park charging, looking exactly the same, because we have this short 1 meter section that we switch on power only under the vehicles. There is no power in front of or after the vehicle, and you can actually stand still. And you have an automatic park charger. You don't have to go out and plug the cable. And the driver at DHL is really happy. He's been using it for 1.5 years, and it works really well. And the smartness in the road that is built in, we of course measure the energy, so you don't need any other measurement. But we also have measurement in the vehicle for control measuring. But we also put in shake sensors, temperature sensors, and we are testing radar in every meter, because we believe we can get a lot of data from the road. We will be a really data-intensive road that knows all the traffic, knows the temperature, and can send out warnings about the situation ahead. And I think this can be really useful when we come to autonomous vehicles in the future. We can look longer than the camera can look. As you also saw, the rail is really thin. It's only 4 centimeters high. So you drill a hole in the road that is 6 centimeters. It's only the top layer. And when you have put down the rail, you can actually lift up the electronics, because we have an inner box and an outer box. So we leave the outer box that is sealed to the asphalt. So it's easy to change. It takes 10 minutes to change a rail if it breaks. And we built it, the road you saw here on each side, we built it in a day, and we were office workers. So it's we believe we can build much faster than that. And yeah, I think that's it. Thank you very much. We go back to it. Pardon. Pas de souci. Donc voilà, donc je vous remercie déjà de m'avoir invité ici. Tout d'abord, donc on a pu regarder la vidéo pour Elon Road. Donc c'est une démo là qui a lieu en Suède. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus pour nous rendre visite en Suède. Donc il faut savoir qu'on au printemps, parce qu'il fait froid. On a des bus donc urbains donc qui sont alimentés à 200 kW et 300 kW pour les camions. On a actuellement 10 camions qui sont en exploitation, et donc il faut savoir que le système est connecté donc à une centrale électrique qui peut alimenter à 3 mégawatts. Mais la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'également on peut fournir la même chose aux usagers donc de voitures privées, des voitures de tourisme. C'est-à-dire que les gens, il faut savoir donc avec les voitures électriques, peuvent recharger à la maison ou utiliser des batteries plus importantes s'ils veulent partir en vacances et pouvoir recharger leur voiture. L'idée aussi, ce serait également d'avoir des batteries plus petites pour susciter davantage l'intérêt du public. Donc on a un camion de chez Volkswagen qui est équipé avec notre système électrique. Donc DHL utilise actuellement. Ils ont un système en fait qu'ils utilisent de chargement automatique. Et donc c'est-à-dire que c'est chargé très rapidement. Et donc avec ce système automatique de chargement, et donc le personnel de DHL en est très content. Donc ça fait 1 an et demi qu'ils l'utilisent. Alors il faut savoir que pour chaque véhicule, on mesure l'énergie, on mesure plusieurs choses à l'intérieur du véhicule. On a également des capteurs de vibration, des capteurs de température. On a aussi des capteurs qui nous permettent de récupérer beaucoup d'informations par rapport à la circulation et la route, et qui peuvent être directement envoyés au véhicule, donc ce qui permet de créer des alertes. Et donc ça peut s'avérer très intéressant, surtout par rapport aux véhicules autonomes. Pour plus tard. Donc vous avez pu voir le rail. Donc il faut savoir que c'est un rail qui est très fin. 4 cm, you said, Finn?
Voilà. Donc, voilà, thank you. Donc, le rail fait 4 cm d'épaisseur. Donc, on a une boîte à l'intérieur, enfin, oui, un coffret intérieur et un coffret extérieur qui est directement, soudé, collé à l'asphalte. Donc, c'est assez facile de changer. S'il y a un problème, ça se fait en 10 minutes. Voilà. Donc, tout ça, il faut savoir que ça a été construit ces choses-là, ça se fait en une journée. Voilà. Merci beaucoup. C'était pas toujours évident, il y a pas mal de termes techniques, mais je pense que c'est une bonne traduction. Alors, la troisième solution, qui est aussi une solution qu'il faut absolument regarder, repose sur l'induction. Il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ce thème dans le monde entier, en fait, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe et en Israël. Donc, nous sommes heureux d'avoir avec nous le fondateur d'une société très dynamique qui s'appelle Electron, qui vient exprès d'Israël. Donc, thank you for coming with us and happy to see you face to face. Can you speak a little bit about Electron and probably first the video? It would be a good launch. Sweden is at the forefront with plans for the expansion of electric roads on a large scale. Here on the island of Gotland, you'll find the world's first wireless electric road for heavy trucks and buses. The technology is tested and evaluated under real-life conditions on a public road. The Israeli company Electron Wireless has developed the world-leading technology, which is wireless with inductive transmission of energy. Under the asphalt layer, copper coils covered in rubber are installed. Every coil is about 1.5 meters long. Receivers are placed under the vehicle. For a passenger car, 1 receiver is needed. For a bus, 2 to 3, and a heavy truck needs between 5 to 7 receivers. Next to the road, there are management units, above or underground, which control the charging. The end? Or? No, but I think we did the most. Okay. So, merci beaucoup pour l'invitation. So this is, I don't know if it's smart to do it in French, but I would try to do it in English. So thank you very much. So we are Electron. We do wireless charging, dynamic wireless charging. So as we all understand, the world is going electric, and I don't need to repeat about what everyone said about electric road system, but we know that it's the future. We have 5 projects. We have, as you saw, we have the first one in Sweden. We have another project in Tel Aviv for a city bus application. Actually, we announced that we are going to electrify 200 buses in Tel Aviv in the way to electrify all the terminals and the roads in Tel Aviv to support 2,000 buses. So we are going to start with 200. We have a project in Germany, actually 2 projects. One with EnBW, and together with Volkswagen, we have another project with the Transport Ministry. We have a project in Italy. In a week, we are going to deploy 1 kilometer, and we are going to test a variety of vehicles, starting with Iveco bus. We are going to show a variety of private vehicles, Fiat 500, Renegade, and many more vehicles. We have a project very soon in US, so it will be the 6th project. So actually, what is the benefit of wireless charging? Because we know what is the benefit of electric road system is the fact that there is no visual impact. Everything is under the ground. We are in operation for at least 3 years, and we are not disturbing, we are not impacting the road, so the road is completely safe. We don't need to open it or maintain it. So maintenance is a crucial part, and wireless, there is no need to maintain the system. The integration on the vehicle is very, very easy. In 2 hours, we can install the receiver pad, and we connect it directly to the battery or the management system. We are communicating through CAN bus, so it's very easy to integrate the system. We can deploy
the fact that the system is under the ground, we can deploy it everywhere. If it's on a highway, if it's inside the city, if it's for parking lots across the streets, like in Paris, Bordeaux, whatsoever. So there is no hard connection. So the wear and tear is almost nothing. We don't need to replace any parts because there is no hard connection. We transmit the energy wirelessly. And what is interesting that we see a huge interest from the US market and the Chinese market and even in India. Many OEMs, car makers, are joining this wireless charging system. We are collaborating with 10 OEMs, so we see a growth in this section. And there is a standard, so it's important to have a standard. Once we want to launch this technology and we want to take it one step ahead, we need a standard to support it. And there is a standard for static charging already in place. Now we are working on the dynamic standard that will be almost identical. The cost is very attractive. There is no need to replace it, so it can last for years under the asphalt. And the system on the vehicle itself is just copper and ferrites and some electronic devices. As we heard before, also in our system we can measure weight and lots of more data on the road itself. So it will be actually we can collect lots of data to support and to help fleet managers to improve their service, the city to reduce congestion. So it's very, very attractive, and we hope to have a project very soon in France. This is the next target. That's why you're here. Yes. Okay. Is it adapted to trucks with higher speed? Yes, we have a truck. We saw it on the video. This was the first vehicle. We drove up to 80 kilometers per hour without any degradation in performance. So there is no limitation in speed because we are activating the coils in less than 1 millisecond, so it's very fast. So there is no barriers in speed. Oui, donc nous sommes Electrion, pardon. Voilà, nous sommes donc on s'occupe de tout ce qui est chargement sans fil dynamique. Donc, comme je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, il faut savoir qu'effectivement que le monde se tourne vers l'électrique. Donc, je ne vais pas redétailler ce point qui a été très bien détaillé par mes collègues. L'électrique, c'est le futur. Actuellement, nous, pour notre société, on a 5 projets en cours. Donc, il y en a un en Suède, à Tel Aviv, avec le réseau des bus urbains. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 200 bus qui sont électrifiés. Et l'objectif, c'est d'atteindre 2000 bus qui fonctionneront avec un système électrique. On a également 2 projets en Allemagne avec BMW, avec Volkswagen également, et aussi pour tout ce qui est transport. Et aussi, on a un projet avec le ministère des Transports en Allemagne. Pour l'Italie, on a également un projet qui démarre sur 1 kilomètre. On va tester en fait nos systèmes sur un ensemble de véhicules privés, des véhicules de tourisme, dont la Fiat 500. Et également, on a un 6e projet qui est en train de s'ouvrir aux États-Unis. Donc, la question qui se pose, c'est quel est vraiment le bénéfice, l'avantage du système de chargement sans fil. C'est un système qui est très, qui déjà on le voit pas, ça va pas créer de problème visuel, ça se voit pas, il est invisible, donc ça ne va pas perturber en fait l'environnement visuel. Il peut fonctionner pendant 3 ans. Il n'y a pas d'impact sur la route et surtout il n'y a pas un gros besoin de maintenance et d'entretien. Donc, il faut savoir que ce système, il s'adapte très vite. On le met très vite en place. En 2 heures, on peut l'installer sur la voiture. Donc, c'est très simple. Voilà. Ce système, on le retrouve donc également en sous-sol. Donc, il y a on peut le placer n'importe où. On peut très bien le placer sur des parkings, sur des autoroutes, etc. Et il n'y a pas besoin aussi de remplacer les pièces, puisqu'il faut savoir, comme je le disais, cette énergie, elle est alimentée par un système sans fil. Donc, il n'y a pas de remplacement de pièces spécifiques. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, en Inde, mais également en Chine, il y a des équipementiers
qui s'intéresse vraiment à ces systèmes sans fil donc, que nous commercialisons. Et il faut savoir que quand on a un tel système, il y a une norme, il faut s'imposer une norme, ce qui est très important. Et il nous faut donc toujours une nouvelle norme maintenant pour continuer d'aller de l'avant. Donc on a une norme déjà en place. Maintenant, on va travailler sur l'autre norme ou le standard, si vous préférez, qui est lié vraiment à la dynamique. Voilà, donc il faut savoir que ce système, pour revenir, donc on peut le garder pendant 4 ans, il n'y a pas besoin de remplacement pendant 4 ans. Il est composé, alors j'ai peut-être oublié les composants, mais principalement de cuivre, de système électronique, bien sûr, composants électroniques. Donc on peut, grâce à ça, mesurer un certain nombre de données qui permettent forcément d'aider tous les gestionnaires de flotte de véhicules, également les systèmes de transport, les autorités de transport urbain, etc. Et bien sûr, on espère bientôt développer un projet en France. Donc comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir que c'est un système qui est également adapté aux camions. Enfin, au poids lourd, pardon. Donc, il n'y a pas de limitation sur 80 km/h. Et il faut savoir que donc la bobine, je pense que c'est le terme technique, donc est activée en moins de 1 milliseconde. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, pour ce premier tour de piste, là, ce système-là pose la question de l'intégration dans la chaussée, dans l'intégration dans l'exploitation autoroutière, voire même du business model. Alors, Louis Dupasquier, vous suivez pour le compte de Vinci déjà ces projets-là, vous avez participé à la réflexion gouvernementale. Comment vous voyez les ERS, en particulier par rapport à des solutions alternatives qui pourraient être des bornes de recharge fixes très rapides le long des autoroutes ? Merci beaucoup. Alors merci pour l'invitation. Effectivement, je travaille chez Vinci Autoroute sur ces questions de décarbonation et le groupe Vinci est également impliqué sur ces questions de réflexion autour des routes électriques avec plusieurs expérimentations auxquelles nous participons, notamment en Allemagne, en Suède et bientôt en France, on l'espère également. Donc la question que vous posez, je pense qu'on a tous fait le même constat sur le besoin d'électrification du parc roulant de véhicules légers et de poids lourds et que l'avenir est électrique. Chez Vinci Autoroute, on est très en faveur de cette décarbonation. Pour les véhicules légers, on installe des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur les aires de service. Et il y a la question des poids lourds, pour lesquels le choix de la technologie n'est pas arrêté aujourd'hui. Ça a déjà été présenté, mais rapidement, il y a plusieurs technologies possibles. Il y a l'hydrogène. Alors, toutes ces technos ont des avantages et des inconvénients. L'hydrogène est aujourd'hui pas disponible, comme ça a été rappelé, et a des problèmes de rendement. Mais c'est une technologie possible, notamment pour les poids lourds longue distance. Les poids lourds à batterie à recharge statique sont une réalité aujourd'hui pour les poids lourds courte distance. La question, c'est quid pour les poids lourds longue distance. Ça a été évoqué par les constructeurs, mais il y a également Tesla qui annonce un poids lourd à très longue distance qui se rechargerait sur une borne d'au moins 1 mégawatt, qui aujourd'hui n'existe pas, mais comme c'est Tesla, on écoute. Et puis il y a la technologie des routes électriques qui présente le gros avantage, comme ça a été dit, de permettre de réduire la taille des batteries. Et sur ces technologies-là, je dirais globalement, Vinci Autoroute, en tant que gestionnaire d'infrastructure, on est plutôt agnostique sur les technologies. On retient celles qui émergeront ou qui seront retenues par les pouvoirs publics. Dans le cas particulier de la route électrique, on a quand même un petit avis, je dirais, en tant qu'exploitant autoroutier. Comme ça a été très bien expliqué et comme vous l'avez vu sur les vidéos, les 3 technologies qui existent pour les routes électriques, il y en a une qui a forcément notre préférence en tant qu'exploitant autoroutier pur, de ce strict point de vue-là, c'est l'induction. Parce qu'il y a beaucoup moins de problèmes de maintenance et d'impact visuel, de gel, de viabilité hivernale. C'est des questions qui ne se posent pas dans ce cas-là. C'est une technologie qui présente l'intérêt d'être interopérable avec les véhicules légers comme le rail. Donc voilà, je dirais si on avait un choix d'un point de vue strictement exploitation autoroutière, il s'orienterait plutôt vers l'induction, mais évidemment, il faut que chacune des technologies soit testée et soit mature et que tout cela puisse arriver. Et pour compléter sur la question sur le modèle économique, je dirais, la seule certitude qu'on a chez Vinci Autoroute, on est agnostique sur ces technologies, mais on est assez convaincu, et d'ailleurs ça a été dit par les constructeurs, que l'infrastructure pour les poids lourds, elle va devoir précéder la vente des poids lourds et l'essor des poids lourds, notamment pour les poids lourds longue distance. Et quelle que soit la technologie retenue, les investissements sur les routes et sur les autoroutes vont être absolument massifs.
Et la question, c'est comment est-ce qu'on finance tous ces investissements. Et donc le modèle de la concession, qui est le modèle qui a permis en France de construire le réseau autoroutier français et de faire aujourd'hui ce qui est considéré comme le meilleur réseau autoroutier du monde, est un excellent modèle puisqu'il permettrait justement de faire financer ces investissements massifs par l'usager et non pas par les contribuables, ce qui peut être un modèle tout à fait vertueux. Et je conclurai en disant que nous espérons très fortement que le gouvernement français annonce prochainement un grand appel à projet en France pour tester ces technologies de route électrique en France en conditions réelles et sur autoroute, comme ça a pu être fait à l'étranger pour certaines des technologies. Merci Louis d'avoir répondu assez rapidement. Alors ça tombe très très bien parce qu'il y a aujourd'hui une réunion au ministère des Transports à l'issue de tout ce travail qui a été fait pendant plus de 6 mois en fait, où une centaine d'intervenants a participé. Donc on verra bien ce qu'il en sortira. C'est probable que ça se déroule, que la prochaine étape ce soit effectivement des appels à projets. On est en retard en France par rapport aux autres pays européens et nos amis allemands et suédois en particulier nous attendent. Savoir qu'est-ce que vous foutez pour rejoindre le club. Quoi. Bon. J'ai posé cette question justement à la FNTR, parce que c'est toujours important d'avoir les pieds sur terre, de se dire comment les transporteurs accueillent en fait, cette électrification des poids lourds en général, et puis le système de type ERS de l'autre. Alors, le constat du côté des transporteurs, c'est qu'il faut d'abord une offre de véhicules électriques. Il faut un réseau de distribution, le système d'alimentation par le sol, pouvant être ou pas par le sol, pardon, par le toit ou peu importe, peut être une option. Et il faut aussi arriver à des coûts d'usage qui soient compétitifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait, que ce soit dans le contexte, on est avec mes collègues de l'Observatoire d'innovation de l'énergie, ça fait 4 ans qu'on développe un projet qui s'appelle Highway Corridor, et on a aussi travaillé pour le compte de cette task force. Et en fait, la bonne surprise, c'est que in fine, à terme, à un horizon 4-5 ans, par exemple, il y a absolument... c'est tout à fait compétitif. Donc le TCO d'un poids lourd roulant sur une ERS, finalement, sera très compétitif par rapport au diesel. Maintenant, on peut toujours taxer de façon absurde les énergies et arriver à autre chose. Donc cette task force, elle est très importante. Elle a été importante pour les transporteurs qui ont contribué. Et je cite ces mots, en fait. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet d'améliorer l'autonomie, augmenter le rayon d'action des véhicules sans les alourdir ni les enrichir par un volume de batterie trop important. Il faudrait en effet plusieurs tonnes de batterie à très haute performance. Le coût des poids lourds serait trop important et la capacité d'emport réduite de 20 à 25%. Donc en gros, si je veux faire une histoire courte, et la bonne nouvelle, c'est que les transporteurs en sont conscients, c'est que s'il y a un développement de l'électrification des poids lourds longue distance, c'est probablement au travers des ERS, et la filière transport est partie prenante. Alors, on va essayer d'être beaucoup plus rapide maintenant dans ce deuxième tour. On peut démarrer l'atelier un petit peu plus tard, je pense que c'est pas grave, mais essayons quand même de tenir en une vingtaine de minutes pour la totalité. Donc la première question est à nouveau pour Scania. Donc Scania has been involved in this type of technologies, probably one of the pioneers with Volvo Truck. What's your vision, both in terms of technologies and future deployment of the ERS? Yeah, regarding ERSs, we heard that we have been working with catenary, the overhead line, for 10 years, and we have learned a lot. We have improved. We are now working with the 3rd generation, and we know that it works. It works fine, and we also have experience. We have driven about 1 million kilometers so far in Germany in that trial. So you can understand we got a lot of experience. We know the weak points. We know where we need to improve, so that we'll do in the next generation. And also we know that Germany also announced that they will invest about 1 billion euros in the next phase of infrastructure, a combination of hydrogen stations, battery charging stations, and ERS systems, the catenary. So we are prepared to be able to supply trucks to that try when that is decided. So I think that's the short answer. We know this technology and we're prepared for the series production in the future. What about the other? The other, we looked at the other. We have tried inductive charging.
For buses, I would say that we need to fit equipment on a tractor, so we only have a few meters available, which means that the inductive today cannot do that. In that, you said that you need about seven receivers for a truck, which we can't do on a tractor. And for the other conductive, we still need to know that the people who owns the road are happy to have things in the road that need service, or maybe not need service, but anyway, things on the road that will affect the body on the road. Because there you can transfer the power needed. But I think that's the main question we have. Will the road actually do that? Winter, summer, sand, snow, all the environment. So that's need to be proven before we... But if that is proven and there is a market, we can quite easily integrate it in the truck. But so far we are waiting for the market to be there. Okay. Thank you. Same question for... sorry. J'ai l'impression que tout le monde comprend l'anglais. Pour le coup, oui. Merci. Oui, donc pour le RS, donc on travaille actuellement avec des caténaires, ça fait 10 ans. Maintenant, on arrive à la 3e génération des caténaires, donc ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, on a pu parcourir jusqu'à 1 million de kilomètres avec les caténaires, donc on a effectivement énormément d'expérience. Et l'Allemagne va investir donc 1 milliard d'euros là-dedans, dans les systèmes où on associe à la fois l'hydrogène et un chargement de batterie. Donc on est prêt pour le futur, voilà. Et pour l'autre technologie, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait mettre en place l'équipement sur un tracteur. Il s'agit bien d'un tracteur. Oui. Voilà. Mais donc on est prêt. Donc pour les systèmes de conductivité, on a pu voir donc les gens étaient relativement satisfaits de ces systèmes-là puisqu'ils sont sous la route, donc on ne les voit pas. Et voilà, donc on est prêt à se lancer là-dedans. Voilà, un petit peu résumé. Bonne nouvelle. Même question pour Renault Trucks et puis Volvo Group, peut-être plus généralement. D'accord. Comme on est short en temps, je vais faire en français et je vais être très, très bref. Donc pour la partie camion de ville, donc on a déjà sorti des modèles. D'ici 2 ans, l'ensemble des usages urbains seront couverts par la rayon d'action des camions électriques qui se rechargeront la nuit en dépôt avec les chargeurs embarqués. Donc, et en termes de TCO, assez rapidement, ça va devenir plus rentable que le diesel. Donc je pense pour la ville, la messe est dite. Pour les camions routiers et chantiers, là c'est différent, effectivement, c'est encore assez ouvert. Donc nous, on sort nos premiers modèles en 2023, comme je l'ai indiqué. Alors les premiers modèles ne seront peut-être pas encore là, mais très rapidement, nous et la plupart des constructeurs, on va proposer des camions longs routiers qui auront 500 km d'autonomie en batterie. C'est pas par hasard, c'est parce que y a les 4h30 légales de conduite qui fait qu'il faut avoir cette autonomie avant de recharger. Et ces camions, ils se rechargeront la nuit en dépôt à, mettons, 75 kW, donc plutôt lent, et puis ils se rechargeront à midi dans les stations-service à quelque chose comme ça, 750 ou peut-être à 1 MW, on verra. Donc voilà, ça c'est le modèle. Après, on n'est pas partie prenante, mais on observe avec beaucoup d'intérêt discussions sur les autoroutes électriques. On y voit un moyen d'accélérer le déploiement des camions électriques. Il faut avoir en tête que les finances publiques sont limitées, donc je ne suis pas sûr qu'on pourra développer tout un réseau de stations hydrogène, des stations de recharge rapide, plus l'autoroute électrique. Il va falloir faire un choix à un moment ou à un autre. Mais en attendant, expérimentons, apprenons, et si on trouvait le meilleur système, il faut que ce soit aussi au niveau européen. Après, je pense qu'il peut y avoir une complémentarité entre les autoroutes électriques sur des axes très chargés, comme en Allemagne notamment, sur le fameux TEN-T européen, et sur des axes moins chargés, des stations de recharge. Il y a peut-être un mix aussi qui est possible, quoi. Et enfin, une dernière considération. Quand on regarde, en fait, en gros, un camion qui ira sur une autoroute électrique, il aura, mettons, 200 km d'autonomie en batterie. Si on le compare avec le camion qui a 500 km d'autonomie en batterie qui se recharge rapidement, finalement, il n'y a que 300 km d'autonomie en batterie. Mettons 500 kWh. 500 kWh, c'est un peu cher, un peu lourd aujourd'hui, mais plus on attend, et moins ça va être cher, moins ça va être lourd. Donc il y a un peu une course contre la montre aussi. Plus on attend, plus finalement les progrès des batteries peuvent rendre obsolète l'autoroute électrique. Monsieur Durand, dans ce contexte-là, quelle cible pourrait privilégier pour le biogaz futur? Alors nous, on a un objectif pour 2028, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'État qui l'a fixé, à la fois pour l'électrique et pour le gaz naturel. Donc pour nous, c'est 10% de la flotte de poids lourds, de manière générale, avec une quantité de biométhane qui sera produite à cet horizon-là, à 100%, sauf s'il y a compétition entre les usages, comme on l'a dit tout à l'heure.
Pour quels usages? Plutôt longue distance ou Alors, clairement, pour le longue distance, oui, tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure des deux marchés qui se développent vraiment très très vite. C'est le tracteur 44 tonnes et l'autocar fonctionnant au bio-GNV. Ce sont vraiment les marchés qui se développent très rapidement. Il y a le marché du bus aussi, mais là, c'est pour des raisons budgétaires, je pense. Les collectivités passent au bus gaz et 100% biométhane, d'ailleurs. Yeah, right. Gerrit, what are the conditions for success for the future development of ERS? Well, I think this is quite easy. First of all, you need a lot of experience, long-term experience. What I just tried to explain in many words. So this experience, in the end, enables to describe a standard, a technical standard, and as we know, logistics does not end at borders. It is cross-border transport and logistics. We have to bear in mind in Europe. And that means we have to think about a technical standard which enable these European logistics on electric roads, first of all. And this means quite some work. And we are now in the final stages of such a standard for the e-highway, for the overhead catenary, which describes the interaction, the interface between the wires, the contact lines, and the pantograph. And I also would like to point out this is an open standard. So when this is published, everyone familiar with overhead catenary or such similar infrastructure can actually build it. And this is what I think is most important, to have a quick ramp up. And then second, of course, not to forget, it needs to be attractive from an economic point of view for the users. So if this is something more expensive like diesel or other fossil-based fuels, it will never fly. And then, of course, it also needs to be reliable in all kind of, well, weather conditions or whatever conditions like infrastructure faces today. And I just want also to add, of course, it needs a billing system, so that consumed energy is charged and billed to the ones who consumed whatever amount of kilowatt hours in that respective section. Yeah, and to close, I think regarding the overhead catenary system, I think it's worth to mention and to point out that it's only necessary to implement this on the most busiest corridors and motorways across Europe, connecting all the countries, and that all the cargo which cannot transferred from road to rail then is transported by that way for the heavy-duty trucks. Thank you. Thank you, Sean. Oui, donc je dirais que la réponse à ça, eh bien, c'est qu'il nous faut beaucoup d'expérience, développer un maximum l'expérience, puisque l'expérience nous permet bien de mettre en place un standard technique. Il faut savoir donc qu'en Europe, tout ce qui est logistique, c'est transfrontalier. Et donc, nous mettons des normes à cet effet et aussi nous mettons en place différentes normes. Alors là, je résume un petit peu. Nous avons on développe des normes pour améliorer l'interface, tout ce qui est lié au pantographe et au caténaire. Et il faut savoir que c'est une norme qui est, je dirais, open standard, c'est-à-dire qui est ouverte. Donc, c'est-à-dire que ensuite n'importe qui pourra, construire, mettre en place ce système. Deuxièmement, il faut qu'il s'avère attrayant et fiable, c'est-à-dire fiable, qu'il puisse fonctionner par tout temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Il a besoin d'un système de chargement. Et pour terminer, par rapport à caténaire, je pense que ce système de caténaire aérien, donc il faut vraiment le mettre sur les axes les plus fréquentés des routes d'Europe pour assurer donc la logistique transfrontalière. Patrick, même question. Conditions de succès pour un déploiement? Oui. Alors, il y a des éléments qui ont déjà été dits. Je pense qu'il faudra une forte volonté politique et une coordination européenne pour électrifier les autoroutes en Europe. Il faudra faire un choix, une solution unique, sinon les solutions ne seront pas rentables. Pour ça, il faut qu'il y ait un choix qui soit fait au niveau européen rapidement. Ensuite, il faut une forte volonté politique parce qu'il va falloir investir massivement. En France, on a vu que si on voulait électrifier 5000 km d'autoroute, ça pouvait représenter près de 20 milliards d'euros. Il faut multiplier ça par plusieurs pays européens et il faut arriver à installer un réseau suffisant pour attirer les véhicules. Donc c'est important.
Une forte volonté politique aussi, parce que c'est les pouvoirs publics qui doivent pousser pour aller dans cette direction de la route électrique et son déploiement, parce que c'est pas les constructeurs qui vont le faire, c'est pas les autoroutiers parce qu'ils vont attendre la rentabilité, c'est pas les transporteurs parce qu'ils vont attendre que l'infrastructure soit là, et c'est pas les fournisseurs de solutions parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ensuite, la standardisation, ça a été dit, mais c'est vraiment important de standardiser la solution pour qu'elle soit interopérable au niveau européen, mais aussi au niveau de différents types de véhicules, différentes marques, et aussi pour qu'on ait suffisamment de développement, suffisamment de fournisseurs, des composants de la solution élue, pour qu'il y ait de la compétition, qu'il y ait de la concurrence, et pour qu'on n'ait pas une solution qui soit propriétaire, en fait. Et le dernier challenge, c'est, je pense, le planning, parce que si on veut répondre à l'urgence climatique, il faut maintenant agir rapidement. Et il faudrait, si on veut commencer à décarboner de façon... commencer à décarboner le transport routier, il faudrait qu'on ait un réseau d'autoroutes électriques en place avec les principaux corridors, ceux où il y a plus de trafic, d'ici 2030, ce qui est un challenge. Alors malgré beaucoup de challenges, mais au final, la solution de route électrique, que ce soit d'un point de vue environnemental ou économique, c'est actuellement la meilleure solution pour réduire les émissions de CO2 dans le transport routier sur longue distance. De manière très très massive. Same question then, at least at the European level, because it would be European or not, probably. Yeah, first I would say that we get a lot of calls and mails from the whole world right now. So and it really changed the last 6 months. And it's Asia, the United States, and Europe are calling, and they are interested in. It's mostly distributors with terminals, and they start actually to ask about automatic park charging because they don't want to pull the heavy cable to the long-haul trucks. And then they look at the closed loops in their terminal and big industries. So at Elon Road, of course, we want to build the electric road in Sweden and the rest of the world, but we have so much to do just to supply the needs for these closed loops in harbors, in mining industry, and so on. But regarding Europe and electric roads, I think I read the report from the Swedish government, and to finance electric roads in Sweden, we don't have this. Sweden is a long country, so we have to pay a lot of electric road, and they believe they will build 2,400 kilometers. That's a lot. And I think, and they also say the government will own this infrastructure. They will pay for it. And if the taxpayer hear about it, they probably want to use it. So that's why we believe it should work for private cars also. Yeah, I think, of course, I know that Germany and Siemens respectfully are building fantastic overhead lines, and if you start to build it, I want to offer that if you come to Sweden and it's Elon Road solution there, we can sponsor with a sliding contact underneath for free. Good. You. Get that on paper. Yeah. You can do business together. It's actually, the vehicle is already prepared, and our sliding contacts are really cheap, so it's not a big cost. Testing, I think it's an issue. Donc oui, on reçoit beaucoup d'appels, d'emails du monde entier. Ça, c'est pas mal le cas depuis à peu près les 6 derniers mois. On a beaucoup d'appels, d'emails qui viennent des États-Unis, de l'Asie, de l'Europe au cours des 6 derniers mois, la plupart de la part des distributeurs, donc pour les terminaux. Donc effectivement, ils veulent ce système de chargement automatique des pièces. Et il y a beaucoup d'intérêt aussi qui apparaît par rapport à un système en boucle fermée. Et là, c'est un système qui nous demande pas mal de travail, beaucoup de travail à faire par rapport à cette boucle fermée. Et bien sûr, on veut pouvoir construire ces fameuses routes électriques.
Et donc les routes électriques, donc on va les retrouver en Europe. Donc il y a un rapport du gouvernement suédois à cet effet. Il faut savoir que la Suède est un pays qui est très long, donc il faut pouvoir payer pour construire beaucoup des distances importantes. Ça représente à peu près 2400 km, ce qui est beaucoup. Apparemment, ce serait payé par le gouvernement, donc le contribuable financerait cette construction, donc et forcément voudra les utiliser, d'où le besoin de travailler davantage également sur les voitures privées, les voitures de tourisme. Et pour l'Allemagne, donc on serait heureux de participer avec eux. Je sais qu'ils ont des systèmes de lignes aériennes. On serait intéressé de travailler avec eux et de leur offrir ce système, d'après ce que j'ai compris, gratuitement avec une alimentation au sol. Voilà. Okay. And finally, your vision of the key success factors for future development. So I will elaborate about what Dan mentioned. I think the main challenge today, because we see electric vehicles on the roads, the challenge is to transmit the energy, to provide the energy to the vehicle. And it's actually a very easy equation. It's time and utilization, the number of vehicles, and the time that we charge. If we have 24 hours to charge the vehicle, we can spread the energy across the whole day. So actually it's not so complicated, and the grid can handle it without any peaks. So we believe that we need to provide charging, if it's conductive, inductive, whatever, 24/7. And if we will add all the users, private, I don't know what about scooters, but all the vehicles from tiny to a van and a heavy duty, and we provide it 24/7, so there is no grid problems and power problems, and it will create a very cost-effective system, because if we have more users, and this system is shared system, if we would share it with all of us, the cost will be nothing. So it's a matter of time, space, and a number of users. And this is, I believe, the key to success in ERS, to open it for everyone. And we need to collaborate. So we will add the inductive and everything together in order to move forward and decarbonize these vehicles. You can take a glass of Bordeaux wine and discuss about business afterwards. Moi, je vais continuer par rapport à ce qu'a dit Dan. Je rebondis un peu sur son idée. Pour nous, vraiment, le défi principal qui se présente, c'est vraiment d'assurer l'apport d'énergie, la fourniture d'énergie aux véhicules et le temps qui est nécessaire. Donc 24 heures pour charger. Donc c'est pas compliqué. On peut pouvoir charger un véhicule sans qu'il y ait de système de problème de pic, et donc on doit pouvoir garantir le chargement du véhicule, l'alimentation électrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les utilisateurs privés, qu'on passe du petit véhicule comme le scooter jusqu'au poids lourd, grand poids lourd. Ça ne doit pas poser de problème, du coup, il n'y aura pas de problème d'électricité. Et surtout, c'est très intéressant d'un point de vue financier. Et plus on aura d'utilisateurs, moins ça coûtera. Et du coup, ça fera donc les prix baisseront. Donc c'est tout à fait une question de temps, d'espace, mais surtout, comme je disais, du nombre. C'est vraiment lié au nombre d'utilisateurs. Et je pense que la clé du succès pour le RS, c'est de pouvoir l'ouvrir au grand public, l'ouvrir à tout le monde. Il a effectivement évoqué un point extrêmement important qui est le lissage de la charge. Ce qui permet d'éviter les pics bien connus. Écoutez, Louis, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que est-ce que tout ça, comment ça va marcher finalement, et quel sera le rôle des concessionnaires autoroutiers dans le futur? Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que je ne suis pas devant, mais je peux donner des pistes d'éclairage. Ce qu'il y a de certain, c'est que, on l'a dit, mais c'est des technologies qui coûtent très cher. Il y a des investissements qui sont très significatifs, à la fois sur les réseaux électriques pour amener la puissance vers les autoroutes ou vers les routes, à la fois sur les systèmes à induction, les rails, les caténaires. C'est des investissements qui sont significatifs. Donc il faut, finalement, je dirais, ça revient un peu à transformer la route au diesel en route électrique. Et c'est des investissements qui sont absolument massifs sur les réseaux autoroutiers. Il y a aussi une dimension temporelle qui n'est pas négligeable, c'est qu'il faut à la fois que la technologie soit suffisamment mature
pour qu'elles puissent être sélectionnées et qu'ensuite on prenne le temps de les implémenter dans toute l'Europe, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Donc je pense pas qu'il y aura, enfin en tout cas au niveau de l'Europe, il y aura forcément des modèles différents parce que chaque pays a des modèles d'exploitation de ces routes qui sont différentes. Pour le cas de la France, sur le mode de fonctionnement actuel des concessions autoroutières, il se prête très bien à accueillir des investissements massifs comme cela. C'est un mode de financement qui est tout à fait reproductible pour accueillir ce type d'investissement. Par contre, on a également la conviction chez Vinci Autoroute qu'on ne peut pas avoir deux opérateurs distincts sur une même route, c'est-à-dire imaginer qu'il y a un concessionnaire autoroutier et un opérateur de RS sur la même route. On ne voit pas comment ce serait possible. La logique serait plutôt que ce soit un seul et même opérateur qui s'occupe de l'ensemble du système. C'est ce qui nous paraîtrait le plus logique. Et peut-être pour finir, je pense que le point d'attention particulier pour la route électrique, qui effectivement présente plein d'avantages comme on l'a dit, il y a un point d'attention, c'est qu'on peut imaginer que les poids lourds à batterie à recharge sur borne se développent progressivement parce qu'on installera progressivement des bornes à certains endroits. Et dans ces cas-là, la conversion sera relativement lente et l'infrastructure pourrait anticiper un petit peu, mais suivre finalement la croissance des poids lourds. Pour la route électrique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que quasiment 100% des grands axes européens soient équipés en autoroute électrique avant que le premier transporteur longue distance qui traverse toute l'Europe accepte d'acheter le premier poids lourd. Donc il y a un énorme défi d'investissement qui est une montagne d'investissement d'abord et une conversion du parc ensuite. Ce qui, à mon avis, pour nous, est un des principaux défis du modèle économique de l'ERS, qui est forcément plus difficile que celui des autres modèles. Écoutez, merci beaucoup, merci aux présents d'être là. Nul doute que dans les mois à venir, on aura des nouvelles. Merci bien.